Elle riait en trinquant. Et j'ai vu les billets pour Nice. Achetés avec ma carte. En business. Sans moi. Et ce n'était que le début. La gare de Lyon grouillait de monde. Valise qui roule. Annonce incompréhensible. Enfant qui pleure. Et moi, plantée là, les yeux fixés sur l'écran de mon téléphone. Une sueur glacée me coulait dans le dos. Confirmation. Paris-Nice. Classe affaires. 4 passagers. Carte utilisée. Visa se terminant par 8947. Ma carte. Ma putain de carte. Je n'avais jamais pris la business moi-même. Même pour mes déplacements pro, je prenais la seconde. Mais là, mon frère, sa femme, leur fille et ma mère. Tous les 4. Réservés, payés. Sans m'avoir demandé. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Une pulsation dans mes tempes. Mon cœur battait fort, mais tout autour devenait flou. Comme si l'air se retirait de la pièce. Chérie, maman surgit derrière moi, visiblement ravie. Tu viens ? On va monter sur le quai. Je me suis retournée lentement. Qui a réservé les billets ? Elle a cligné des yeux, comme surprise par la question. Bah, ton frère. Mais c'était urgent. Et tu as toujours dit que, si c'était important, on pouvait utiliser ta carte. Toujours dit. Oui. Quand papa a eu ses ennuis avec les impôts. Quand Adrien s'est retrouvé au chômage. Quand Léa a oublié de régler l'école de la petite. C'était moi. Toujours moi. Sans qu'on me le demande vraiment. Et moi ? Ai-je demandé, la voix blanche. Toi quoi ? Je ne suis même pas sur la liste. Même pas prévenue. C'est vous 4. Et c'est moi qui paie. Elle a haussé les épaules, comme si j'étais la folle de la situation. Mais tu n'aimes pas la mer, non ? Et puis tu travailles. On s'est dit que je paierais. Sans discuter. Adrien s'est approché à son tour. Encore un drame ? Franchement, Clémence, t'abuses. C'est rien. Et puis, c'est payé maintenant. On y va. Tu veux quoi ? Un remboursement ? Une médaille ? Je les ai regardés un à un. Ma mère qui souriait comme si de rien n'était. Mon frère, excédé, déjà prêt à s'éloigner. Léa, au loin, qui faisait un selfie avec sa fille devant le panneau du quai. Et je me suis entendu dire « J'ai annulé la carte. Ils se sont figés. » Tu ? Quoi ? A demandé maman. J'ai bloqué la carte ce matin. Et j'ai annulé les dernières transactions. Donc vos billets ne sont plus valides. Le silence a explosé. Maman a pâli. Adrien a grogné. Tu plaisantes ? Non. Il s'est mis à pianoter sur son téléphone. Puis, il a levé les yeux, furieux. Tu nous plantes. Tu nous humilies. Je n'ai rien répondu. J'ai tourné les talons. Derrière moi, j'ai entendu maman s'exclamer. Mais, on est ta famille. Je me suis arrêtée une seconde. Pas assez pour répondre. Juste assez pour me dire « Oui, c'est bien ça, le problème. » Je suis sortie de la gare. Il faisait lourd, collant, parisien. Le genre de chaleur qui vous laisse poisseux. Mais pour la première fois, l'air me semblait respirable. Je ne savais pas encore que ce n'était qu'un minuscule début et que tout allait s'effondrer. Je suis rentrée chez moi à pied. Pas parce que j'aimais marcher, mais parce que j'étais incapable de m'asseoir dans un train ou un taxi sans exploser. Chaque pas cognait comme un tambour dans mes tempes. Je passais devant les vitrines des boutiques sans me voir. Mon reflet flottait à côté de moi, absent, vidé. Une fois chez moi, j'ai fermé la porte, tiré les rideaux et je me suis assise par terre. Pas sur le canapé, pas sur une chaise. À même le parquet, face à la table basse, les mains tremblantes. Je ne pleurais pas encore.
je me sentais suspendue. Comme si tout venait d'éclater, mais que les morceaux n'étaient même pas encore retombés. Mon téléphone vibrait toutes les 2 minutes. Messages, appels, vocaux. D'abord maman, puis Adrien, puis Léa. Même ma nièce de 9 ans avait envoyé un vocal. Tu m'as cassé mes vacances, tata. Je n'ai rien ouvert. Je les ai tous mis en sourdine. J'ai préparé un thé. Je ne l'ai pas bu. Je suis restée là, des heures, à fixer ma carte bancaire posée sur la table. Le petit rectangle doré qui avait toujours été là pour eux. Accessible. Docile. Comme moi. Le lendemain, j'ai imprimé mes relevés de compte. 3 ans d'opération. J'ai entouré tout ce qui n'était pas à moi. Le pressing d'Adrien, les abonnements Netflix, Spotify, Prime, tous au nom de Léa, le paiement de l'école privée, les billets d'avion, les hôtels, les urgences. Je ne réalisais pas à quel point c'était devenu constant, banalisé. J'étais leur plan B, leur distributeur automatique. Et moi, je m'étais toujours dit, c'est ça, être la grande sœur. C'est ça, être une bonne fille. C'est normal. Mais ce n'était pas normal. C'était une habitude toxique, vieille de toute une vie. Je me suis rappelé d'un moment, précisément. J'avais 15 ans. C'était mon anniversaire. Je voulais des baskets. Pas chères. Juste neuves. Ma maman m'avait dit non. On a des frais pour ton frère. Toi, tu peux attendre. J'avais attendu. Et j'avais continué d'attendre. J'ai cherché dans mes contacts. Une impulsion. Un nom. Sophie. L'ex-femme d'Adrien. Je ne lui avais pas parlé depuis le divorce. Elle était partie sans bruit, épuisée. Je lui ai écrit « Salut, c'est Clémence. Je sais que c'est inattendu, mais est-ce que je peux te poser une question ?» Elle a répondu presque aussitôt. « Tu veux parler d'argent, n'est-ce pas ?» Je suis restée figée. Elle a enchaîné. Moi aussi, ils m'ont vidée. On s'est appelé. Pendant 2 heures. Elle m'a raconté tout. Comment Adrien lui empruntait pour les factures, puis pour sa voiture, puis pour ses dettes de jeu. Comment maman lui faisait du chantage affectif. Tu veux qu'on soit à la rue ? Et toi, tu t'es réveillée quand ? Ai-je demandé. Quand j'ai dû faire un prêt pour leurs vacances ? Silence. Puis elle a ajouté : Je suis soulagée que tu ouvres les yeux. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas méchante. Tu es juste la première à dire stop. Quand on a raccroché, j'ai éclaté en sanglots. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était une rage pure. Une détonation. Il m'avait tue pendant des années. Et je m'étais laissé faire. J'avais confondu amour et devoir. Lien et dette. Plus maintenant. Je me suis levée. J'ai allumé l'ordinateur. Et j'ai commencé à dresser une facture. Je l'ai rédigée comme un dossier professionnel. Colonne par colonne. Ligne par ligne. Sans émotion. Juste des faits. Date, montant, motif. Chaque dépense que j'avais couverte, par amour, par solidarité, parce que tu comprends, c'est la famille. Je n'ai pas mis de commentaires. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement écrit. Montant total dû, 23 487 €. Et puis j'ai ajouté une phrase. Une seule. Ceci n'est pas une rupture. C'est un rappel à la réalité. J'ai enregistré le document en PDF. Les joints à un mail. Destinataire. Maman, Adrien, Léa. Objet. Règlement. J'ai hésité. Puis j'ai cliqué sur Envoyer. Les réactions n'ont pas tardé. Le premier appel est venu de maman. Je n'ai pas décroché. Ensuite, un mail d'Adrien. 3 lignes. Tu veux vraiment foutre en l'air la famille pour de l'argent ?
Tu réalises ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. Puis, un message vocal de Léa, la voix glaciale. Tu fais honte à tout le monde. Tu te comportes comme une étrangère. On t'a tout donné, Clémence, tout. Et c'est comme ça que tu remercies? Ce mot, tout donné, m'a glacée. Ils m'ont tout donné? Je me suis mise à rire. Un rire court, sec, nerveux. Et puis j'ai ouvert un nouveau document. Cette fois, pour moi. Un tableau avec 2 colonnes. À gauche, ce qu'ils m'ont pris. À droite, ce qu'ils m'ont donné. À gauche, sommeil, économie, tranquillité, confiance, stabilité. À droite, culpabilité. C'était tout. Le lendemain, au bureau, j'ai reçu une enveloppe anonyme, glissée sur mon clavier. À l'intérieur, une photocopie de la facture, barrée au stylo rouge. En lettres capitales, la famille ne se compte pas en euros. Je suis restée figée un long moment. Puis je l'ai déchirée et je l'ai mise à la poubelle. Le soir même, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu. Clémence? C'est moi, Sophie. Je peux te voir? On s'est retrouvés dans un café discret, à Bastille. Elle m'a tendu une clé USB. J'ai gardé tout ce que j'ai pu. Relevés, mails, contrats. Ils m'ont fait signer des trucs absurdes. Mais maintenant, c'est à ton tour. Si tu veux aller plus loin. Pourquoi tu m'aides? Elle a baissé les yeux. Parce que personne ne m'a aidé, moi. On est resté là un long moment, sans trop parler. 2 femmes qui avaient aimé trop fort, trop longtemps. 2 femmes qui avaient confondu loyauté avec effacement. En rentrant chez moi, j'ai branché la clé. Des dizaines de fichiers, des preuves, des chiffres, des vérités. Leur schéma se dessinait devant moi. Toujours le même. Une cible à forte capacité, une lente érosion, des demandes masquées en supplications. J'ai tout classé, nom par nom, montant par montant. Puis, j'ai envoyé un 2e mail. Objet, rappel, 2e notification. Texte. Veuillez trouver ci-joint les pièces justificatives. Le délai de réponse expire dans 7 jours. Aucune formule de politesse. Aucune signature. Juste la vérité. Et cette fois, pas un seul message en retour. Rien. Le silence. Lourd. Accusateur. Coupable. Mais pour moi, ce silence sonnait comme une victoire. C'est 2 jours plus tard que tout a explosé. J'étais en réunion quand on m'a fait signe de venir à l'accueil. Une urgence, apparemment. En bas, dans le hall de l'immeuble se tenait maman, debout, droite, maquillée, en tailleur, la voix polie, mais les yeux furieux. On va parler, Clémence. J'ai croisé les bras. Pas ici. Alors ailleurs. Mais maintenant, je l'ai suivie. Pas pour elle. Pour moi. Pour finir ce qu'il refusait de laisser mourir. On s'est assis dans un café vide à 2 rues. Elle a commandé un thé. Moi rien. Elle a posé les mains à plat sur la table. Tu vas nous traîner en justice. Je vous ai demandé un remboursement. C'est vous qui décidez comment répondre. Ce que tu fais est ignoble. On t'a tout donné. Et toi, tu mets la honte sur ta propre famille. Non, maman. Ce que je fais, c'est me sauver. De vous. Elle a baissé la tête. Juste un instant. Puis, soudain, elle a sorti un chèque de son sac. 1 000 €. Tiens. Voilà. Tu veux qu'on paie? Tu veux jouer à la comptable? Prends. Tu seras contente. Elle l'a posé devant moi comme on jette un os à un chien. Je ne l'ai pas touché. Ce n'est pas pour l'argent, c'est pour que ça s'arrête. Alors, pourquoi tu continues? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que je veux que tu saches ce que tu m'as fait. Et que ça ne recommencera pas.
Elle n'a rien répondu. Elle a pris son sac. Et elle est partie. Le chèque est resté. Je ne l'ai pas déchiré. Je l'ai rangé. Pas comme un gain, comme une preuve. Le lendemain, au bureau, mon badge ne fonctionnait pas. À l'accueil, on m'a dit qu'on m'attendait au service RH. 2 plaintes internes, anonymes, contre moi. Comportement instable, climat agressif, absence d'esprit d'équipe. Je savais ce que c'était. Une tentative minable de me faire plier. On doit enquêter, a dit la DRH d'un ton plat. Ce sont les procédures. J'ai hoché la tête. Mais en sortant, j'ai failli m'effondrer. Pas de colère. Pas de peur. De fatigue. Fatigue d'être toujours celle qui doit se justifier. Fatigue d'être traitée comme la folle dès qu'elle dit non. Fatigue d'avoir grandi dans un monde où dire « je ne veux plus » est une trahison. Je suis rentrée chez moi. J'ai éteint mon portable. J'ai tiré les rideaux. Je me suis allongée sur le sol. Et j'ai pensé, s'ils veulent me faire passer pour la méchante, alors peut-être que je vais le devenir. J'ai pris la clé USB de Sophie. J'ai tout scanné. J'ai tout trié. Puis j'ai ouvert un dossier. Affaires familiales, preuve. Et pour la première fois, ce n'était plus moi qui étais en train de me défendre. C'était eux qui allèrent devoir s'expliquer. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait d'un système, d'un mode opératoire, d'un abus collectif, déguisé en amour. Le lundi suivant, j'ai pris un rendez-vous avec une autre avocate. Pas celle que j'avais au début. Une nouvelle, spécialisée en préjudices familiaux et abus systémiques. Elle m'a reçue dans un petit cabinet près du canal Saint-Martin, calme, presque intime. Sur le mur, une citation encadrée disait « Ne confondez pas loyauté et servitude ». Je me suis assise. J'ai posé le dossier devant elle. « Je ne veux pas faire de procès », ai-je dit, « mais je veux que ça s'arrête. Définitivement. » Elle a lu sans m'interrompre. Les preuves, les mails, les relevés, les fichiers de Sophie, le chèque de ma mère, chaque ligne, chaque mot. Puis elle m'a regardée. « Ce que vous avez subi, madame, n'est pas un conflit. C'est un modèle, une extraction. Ce n'est pas familial, c'est structurel. » J'ai inspiré lentement. Elle a sorti un formulaire. « Je vous propose un signalement en médiation judiciaire. Pas une plainte, pas un procès, un acte officiel. Pour que les faits soient reconnus et que la responsabilité soit posée. » J'ai signé. En sortant du cabinet, j'ai eu l'impression de flotter, comme si on m'avait ôté une armure invisible. Pas parce qu'elle n'était plus nécessaire, mais parce qu'enfin, quelqu'un la voyait. Le soir même, j'ai relu tous mes anciens messages. Tous les TQT, je te rembourse bientôt. Tous les c'est la dernière fois. Tous les faut que tu comprennes notre situation. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste compris. Je n'avais jamais été leur sœur, leur fille, leur belle-sœur. J'avais été leur solution, leur matelas, leur assurance. Et maintenant que j'avais cessé de l'être, je devenais leur ennemi. J'ai commencé une thérapie. En ligne. Une psy spécialisée en relations familiales dysfonctionnelles. Première séance. « Pourquoi êtes-vous là ?» m'a-t-elle demandé. J'ai répondu sans réfléchir. Parce que j'ai passé 36 ans à me dissoudre pour les autres. Et que maintenant que je veux exister, je suis devenue un problème. Elle a noté quelque chose, puis a dit « Vous n'êtes pas un problème. Vous êtes une résistance. » Le mot m'a frappé comme une gifle douce. Résistance. Pas fuite,
Pas trahison. Résistance. Je suis sortie de la séance avec la tête haute. Les jours suivants, j'ai tout réorganisé. Mon budget, mes mots de passe, mes abonnements. J'ai fermé les accès partagés, changé les comptes, bloqué les prélèvements suspects. J'ai mis à jour mes papiers. Et enfin, j'ai créé un nouveau fichier. Non. Ma vie sans eux. Ce n'était pas un plan. C'était un manifeste. Un espace où je n'étais plus coupable. Où je n'avais plus à réparer ce que je n'avais pas cassé. Le dimanche suivant, je suis allée dans un atelier de soutien recommandé par la psy. Une dizaine de femmes. Toutes différentes. Mais les récits se ressemblaient trop. L'une disait « Ma mère m'a fait croire que dire non, c'était haïr. » Une autre « Ils appellent ça amour. » Mais c'est un prélèvement émotionnel. Quand ce fut mon tour, j'ai simplement dit « Je m'appelle Clémence. » Et j'apprends que l'amour ne doit pas coûter plus cher que soi. Il y a eu un silence, puis un murmure d'approbation, des regards, pas de pitié, juste de la reconnaissance. Je n'étais plus seule, et ce n'était plus eux qui définissaient mon histoire. Les semaines suivantes, j'ai cessé d'attendre leur réaction. Plus d'appels, plus de mails, plus de lettres anonymes. Comme si le silence, cette fois, n'était pas une punition, mais une stratégie. Un recul, une observation. Mais moi, je n'étais plus en attente. J'agissais. J'ai ouvert un nouveau compte, sécurisé. J'ai changé de banque. J'ai déplacé mes économies, pris rendez-vous avec une conseillère. Je lui ai raconté tout, en résumé. Elle a hoché la tête, l'air grave. Vous n'êtes pas la première. Et malheureusement, pas la dernière. Elle m'a aidé à classer mes finances, à séparer mes charges, mes projets, mes urgences. Pour la première fois, l'argent n'était plus associé à la peur. C'était un outil, un choix, à moi. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai croisé une voisine que je connaissais à peine. Madame Ribaud, 60 ans passés, toujours en train de nourrir les chats errants de la cour. « Je vous ai vu dans le journal », m'a-t-elle lancé. J'ai haussé les sourcils. « Pardon ?» Elle m'a montré une coupure plastifiée. Un petit article dans un site local. Clémence B. Une Parisienne qui dit non à la dette familiale. Un cas de plus en plus fréquent. Ma gorge s'est nouée. Je n'avais rien publié. C'était un extrait du rapport de médiation, anonymisé. Sauf que quelqu'un, quelque part, avait recollé les morceaux. « C'est bien », a-t-elle dit. « On devrait toutes faire pareil. Moi, j'ai nourri mon frère pendant 10 ans. Et il m'a laissé crever quand j'ai été malade. » Elle a tiré sur sa cigarette. « Tenez bon, c'est vous qui avez raison. Je suis remontée chez moi, tremblante, pas de peur. D'étrangeté, d'être vue. Reconnaissable. Liée à une parole publique. Et pourtant, au fond, fière. Je continuais les séances avec la psy. On parlait peu de ma famille maintenant. On parlait de moi, de ce que j'aimais, de ce que je voulais, de ce que je ne voulais plus. Un mercredi, je me suis surprise à dire « Je crois que je n'ai jamais su ce que c'était d'avoir une vie qui m'appartient. » Elle m'a répondu « Alors il est temps de l'inventer. » Le soir même, j'ai rédigé une liste. Pas de résolution. Pas de projet à long terme. Juste des envies. Voyager seul. Prendre des cours de poterie. Changer de coupe de cheveux. Dire non sans trembler. Le vendredi, j'ai croisé Clara, une collègue. Elle m'a souri. « Tu veux venir au dîner de samedi ? Juste quelques filles du boulot. » « Pas de pression. » J'ai failli dire non. Puis j'ai dit
Oui, j'y suis allée. On a bu du vin blanc. On a ri. On a parlé d'autre chose que du boulot ou des familles. On a parlé d'envie, de corps, de musique. Je n'étais plus la fille silencieuse. J'étais là, présente, entière. Quand je suis rentrée, j'ai allumé une bougie. J'ai ouvert mon cahier. J'ai écrit une seule phrase. Je ne suis plus leur fonction. Et j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans réveil brutal, sans le poids des dettes qu'on m'avait imposées. Tout s'est accéléré en mars. Un courrier recommandé m'attendait à la boîte. En tête, cabinet Bernot associé. Avocat de la famille. De leur côté, cette fois. Je l'ai ouvert sans trembler. Un document de mise en demeure. Ton glacial. Objectif, me faire taire. Me demander de cesser toute communication diffamatoire à l'encontre de ses clients, c'est-à-dire de ma propre mère, de mon frère, de Léa. Menace voilée. Plainte pour harcèlement. J'ai ri, pas par nervosité, par lucidité. Ils tentaient leur dernier coup. J'ai immédiatement transmis le courrier à mon avocate. Elle a répliqué dans l'heure, froidement, légalement, intelligemment. Le lendemain, j'étais convoquée à la médiation officielle. Une dernière tentative, amiable. Tous réunis, autour d'une table. Je suis entrée la dernière. Maman me regardait comme si j'étais une étrangère. Adrien, le menton levé, prêt à jouer au martyr. Léa tapotait son téléphone, faussement détaché. Mon avocate m'a frôlé le bras. « On ne lâche rien », dit-elle. La médiatrice a ouvert la séance, a posé les règles, puis s'est tournée vers moi. « Madame B, voulez-vous formuler votre position ?» Je me suis levée, lentement. J'ai sorti une feuille. Ma voix ne tremblait pas. Je demande la reconnaissance du préjudice subi, le remboursement des sommes identifiées, et surtout une cessation définitive des demandes financières, directes ou indirectes, de la part des membres ici présents. Silence. Puis la voix de maman, cassante. On ne reconnaît pas cette version des faits. Je l'ai regardée. Ce n'est pas une version. Ce sont des preuves. Adrien s'est penché. Tu crois quoi? Qu'on va te signer un chèque et t'applaudir? Tu veux de l'argent, Clémence? Prends-le. Mais ne reviens plus jamais vers nous. Léa a soufflé. Tu devrais avoir honte. Je n'ai pas répondu. La médiatrice a noté tout. Chaque mot, chaque réaction. Après 2 heures, rien n'avait été réglé. Mais tout avait été dit. En sortant, ma mère m'a rattrapée sur le trottoir. Tu crois que ça va te rendre heureuse, ce que tu fais? Je me suis arrêtée. Je l'ai regardée dans les yeux. Non, mais ça va me rendre libre. Elle a baissé les yeux, et pour la première fois, elle n'a rien rétorqué. Le soir, j'ai marché longtemps, jusqu'à l'île Saint-Louis. Il faisait froid. Je me suis assise sur un banc, face à la Seine, et j'ai pensé à la Clémence d'il y a 6 mois, celle qui s'excusait en boucle, qui disait oui pour ne pas perdre l'amour des siens. Cette Clémence n'existait plus, et personne ne l'avait tuée. C'est elle-même qui avait choisi de naître autrement. J'ai respiré, lentement, 1 fois, 2 fois, et j'ai souri. Pas de triomphe, pas de revanche. Un sourire calme. Suffisant. Je suis rentrée chez moi. Le chèque de ma mère était toujours là, dans une enveloppe, intacte. Je l'ai posé sur la table, et j'ai commencé à écrire la lettre qui allait l'accompagner. Pas une menace, pas un cri, juste une clôture. Le jour où j'ai envoyé la lettre, il faisait clair. J'ai glissé le chèque dans une enveloppe, accompagné d'un mot. Merci.
Je n'en ai plus besoin. Puis je l'ai déposé dans une boîte jaune, sans trembler. En rentrant, j'ai ouvert mon ordinateur. Un dernier virement m'attendait. Le solde dû par Adrien. Rien d'accompagné. Pas de message. Juste la somme exacte. Je l'ai transférée immédiatement à une association qui soutient les victimes d'emprise familiale. Aucune trace. Aucun retour. Clôture. 2 semaines plus tard, dans un café du 11e, j'ai retrouvé quelqu'un. Il s'appelait Marc. On s'était croisés dans un atelier d'écriture. Il n'a pas posé de questions. Il m'a parlé de son jardin, de ses chats, de sa solitude choisie. Je lui ai souri. C'était une première conversation. Sans poids. Sans passé. Un matin, en regardant mon mur vide, j'y ai accroché un cadre. À l'intérieur, une phrase manuscrite. Tu n'as pas à brûler pour réchauffer les autres. Et chaque fois que je la lis, je sais. Je n'ai pas gagné contre eux. J'ai gagné contre ce qu'ils m'avaient appris à être.